Je vais faire les présentations. Il y a Yann Germain va être celui qui va présenter dans quelques minutes. Et la façon dont cela va se passer, c'est vous pouvez faire vos questions sur le chat. Et puis, à la fin de la présentation, on répondra les différentes questions. Et s'il y a d'autres questions qui arrivent après, pendant les questions ou à la fin de la présentation, vous les mettez sur le chat aussi. Et puis, comme ça, on prendra les questions une par une. D'accord? Et Yann pourra les répondre. Allez, Yann, c'est à toi maintenant. Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Je m'appelle Yann Germain, je travaille chez Canmet, puis je suis ici pour vous parler de récupération de chaleur sur les complexes miniers. C'est une présentation que j'ai travaillée avec mon collègue Enrique Acuna. L'expérience que j'ai en matière de récupération d'énergie, j'ai participé à de nombreuses études d'efficacité énergétique à l'époque que j'étais pour les firmes de génie conseil. Et depuis que je travaille chez Canmet, j'ai participé à une analyse énergétique sur les systèmes de broyeurs en partenariat avec Goldex, Canadienne Malartic. Et j'ai également fait une étude de faisabilité pour la mine à Éléonore. La présentation est séparée en 6 points. Je vais commencer par une introduction qui permet de parler des grandes bases de la récupération d'énergie. Je vais vous parler des sources et des charges thermiques qu'on rencontre généralement sur des sites miniers. On va voir le potentiel de la récupération d'énergie qui peut s'appliquer dans le secteur minier. Et je vais vous parler également de l'importance d'être capable de bien modéliser le transfert d'énergie entre une source et une charge thermique. Et je vais finir avec une petite conclusion. Premièrement, avant de vous expliquer c'est quoi la récupération d'énergie résiduelle, c'est important de bien saisir le principe de l'énergie résiduelle. Dans le fond, si je l'explique simplement, l'énergie résiduelle, c'est une forme de chaleur thermique qui est produite de manière indirecte par le fonctionnement d'un équipement ou d'un procédé quelconque. J'aime bien utiliser l'exemple d'une génératrice pour expliquer c'est quoi. Lorsque vous utilisez une génératrice, dans le fond, le but, c'est de produire de l'électricité à partir d'un combustible quelconque. Cependant, quand vous brûlez le combustible, il y a environ uniquement 30% de l'énergie libérée qui permet de produire de l'énergie électrique et vous avez 70% de l'énergie qui est transformée en chaleur résiduelle qu'on peut observer sur le radiateur, les gaz d'échappement, également irradiés dans une pièce. Si vous voulez faire de la récupération d'énergie sur une génératrice, vous avez 3 étapes importantes à faire. La première, c'est d'être en mesure de capturer la chaleur résiduelle perdue par la génératrice et de l'utiliser comme une source d'énergie thermique. Vous devez être en mesure de pouvoir transporter la chaleur vers une charge thermique et de réutiliser la chaleur pour diminuer la consommation de la charge en question. Donc, quand on parle de récupération d'énergie, ça implique toujours une source et une charge thermique et la source et la charge fonctionnent en symbiose. Quels sont les avantages de la récupération d'énergie et pour qui s'applique-t-elle? Mais avec le contexte des changements climatiques qu'on vit actuellement, il est plus que jamais requis d'intégrer différentes techniques de récupération d'énergie dans ses installations ou dans son procédé quelconque. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire la consommation d'énergie de plusieurs charges de chauffage que vous avez sur votre site. Et qui dit réduction d'énergie, dit également réduction des gaz à effet de serre. Normalement, ça s'applique pour les secteurs commercial, institutionnel et également industriel. Puis en règle générale, c'est plus votre secteur consomme de l'énergie, plus que votre secteur est propice à l'intégration de différentes techniques de récupération d'énergie. Si on s'intéresse au secteur qui nous concerne, qui est le secteur minier, mais le secteur minier, c'est principalement séparé en 2 grandes installations. Vous avez la mine qui permet d'extraire le minerai et vous avez l'usine de traitement qui permet d'extraire les minéraux du minerai. Si vous regardez le graphique suivant, vous pouvez voir la répartition énergétique pour une mine souterraine
et également pour une usine de traitement du minerai qui est juste à droite. Les données sont exprimées en kilowattheures par tonne. Et si on fait l'hypothèse qu'on a une mine et une usine de traitement qui traitent 8000 tonnes par jour, c'est à peu près 265 gigawattheures d'énergie annuelle qui est consommée par la mine, qui est l'équivalent d'environ 9000 maisons. Et pour l'usine de traitement, c'est à peu près 200 gigawattheures d'énergie qui est consommée par l'usine, qui est l'équivalent de 5000 maisons. Donc, le secteur minier consomme beaucoup d'énergie et, selon Calmette, serait propice à l'intégration de différents concepts de récupération d'énergie. Advenant qu'une minière veuille aller de l'avant en intégrant des concepts, il faut essentiellement passer à travers 4 étapes importantes. La première étape, c'est de déterminer vos différentes sources d'énergie thermique que vous avez sur votre site. Je le répète, une source d'énergie thermique, c'est en fait de l'énergie résiduelle perdue par l'un de vos équipements ou par un procédé quelconque. Par la suite, vous devez combiner différentes charges thermiques à cette source d'énergie thermique-là. Et en troisième lieu, vous devez être capable de quantifier et de comprendre le comportement de vos sources et de vos charges thermiques. Et pour finir, l'étape la plus importante, vous devez être capable de calculer le transfert d'énergie que vous pouvez faire entre la source et la charge thermique. Ce qui implique, par exemple, les températures d'opération de vos sources et charges, mais également du rendement énergétique des différents équipements que vous devez incorporer à votre procédé pour pouvoir intégrer la technique. Je vais également revenir un peu plus dans le détail sur le point 4 en vous parlant du simulateur un peu plus loin dans la présentation. Calmette s'est questionné sur les différentes sources et charges thermiques qui pourraient être utilisées dans le cadre d'un complexe minier pour intégrer des techniques de récupération d'énergie. On a identifié, entre autres, 4 types de sources thermiques qui, à notre avis, auraient du potentiel. La première, c'est la chaleur disponible dans l'eau de procédé d'une usine de traitement. En second lieu, vous avez la chaleur disponible dans les évacuations d'air chaud, la chaleur disponible au niveau des salles électriques et mécaniques, et également la chaleur disponible par le refroidissement de certains gros équipements qui sont parfois nécessaires sur des complexes miniers. Tandis que les charges thermiques qu'on peut combiner, vous avez le chauffage d'enveloppe des bâtiments, vous avez le chauffage de l'air nécessaire à la ventilation et également le chauffage de l'eau chaude. Si on explique un peu plus en détail comment on peut utiliser une usine de traitement comme source d'énergie thermique, mais avant de vous l'expliquer, c'est important de comprendre un peu le fonctionnement général d'une usine de traitement. Si vous regardez à gauche de la diapo, vous pouvez voir que le minerai et l'eau rentrent à travers l'usine de traitement. Dans l'usine, on broie et on traite chimiquement le minerai pour extraire les minéraux qui nous intéressent. Et toutes les opérations qui sont effectuées dans l'usine contribuent à produire différentes pertes thermiques résiduelles qui sont tous absorbées, pas tous, mais une bonne partie qui est absorbée par le minerai et l'eau qui sont injectés dans le concentrateur. Et si on regarde à la sortie de l'usine, la pulpe, qui est un mélange d'eau et de minerai, a une température beaucoup plus importante que les températures initiales du minerai et d'eau. Par la suite, il y a de pratique courante d'utiliser un épaississeur qui permet de filtrer une partie de l'eau contenue dans la pulpe et l'eau filtrée est réutilisée à travers l'usine de traitement. Si vous voulez récupérer l'énergie résiduelle produite par votre usine, vous pouvez le faire en installant un échangeur de chaleur sur votre eau de procédé. L'échangeur de chaleur permet de refroidir l'eau et le refroidissement, c'est en fait une capture d'énergie qui peut par la suite être transférée vers vos différentes charges thermiques que vous voulez combiner à votre source thermique. La deuxième type de source qu'on observe sur les complexes miniers se trouve au niveau de l'évacuation d'air chaud. Il faut comprendre qu'un complexe minier, c'est un ensemble de bâtiments qui nécessitent tous des besoins de ventilation. Fait que vous avez des évacuations d'air chaud au niveau de votre usine de remblai, au niveau de vos bureaux administratifs, mais une des plus importantes, c'est l'évacuation d'une mine souterraine, comme vous pouvez voir sur la diapo. Si vous voulez un ordre de grandeur de l'énergie
potentiel qu'il y a dans une évacuation d'une mine. Mais si vous avez une mine qui extrait 8000 tonnes par jour, c'est un peu plus de 80 millions de kilowattheures annuels qui est disponible dans l'évacuation de votre mine souterraine. Si vous voulez récupérer une partie de l'énergie, vous pouvez le faire en installant un serpentin de refroidissement sur vos sorties d'air chaud. Encore une fois, le serpentin de refroidissement permet de refroidir l'air à la sortie de la mine, ce qui se traduit par la capture d'énergie thermique qui peut servir à satisfaire vos différentes charges thermiques. Maintenant, le troisième type de source thermique, qui est la chaleur contenue dans les salles électriques. Normalement, les types d'équipements qu'on installe dans ces salles-là, c'est des transformateurs, des variateurs de vitesse, des compresseurs, des moteurs, des génératrices. Mais tous les équipements contribuent à produire des pertes d'énergie résiduelles qui sont perdues dans la salle en question. Si vous voulez récupérer l'énergie, vous pouvez le faire en climatisant de manière mécanique vos salles mécaniques ou électriques. Le système de climatisation permet de maintenir une température stable dans votre salle et l'énergie soutirée de la salle peut par la suite servir à combler vos différentes charges thermiques que vous pouvez avoir sur votre complexe. Si on fait l'hypothèse qu'on a une salle électrique qui alimente un système de broyeur d'une usine de traitement, si les systèmes de broyeurs font 8000 tonnes par jour, c'est un peu plus de 3 millions de kilowattheures annuellement qui est généré dans votre salle électrique. Maintenant, le quatrième type de source thermique, c'est la chaleur produite par certains gros équipements. Quand je parle de gros équipements, je fais allusion à des génératrices qui alimentent des systèmes de broyeurs, des compresseurs d'air qui alimentent en air comprimé des mines souterraines, des moteurs alimentant des systèmes de broyeurs, des systèmes de tourillons, des broyeurs, des soufflantes, etc. Si jamais vous avez un équipement qui a besoin d'un système de refroidissement parce que le fournisseur de l'équipement le demande, mais vous pouvez récupérer l'énergie perdue par votre équipement en ajoutant une valve de dérivation et en ajoutant un échangeur de chaleur qui permet de transférer cette énergie-là vers vos différentes charges thermiques que vous voulez combiner avec. Si on fait l'hypothèse qu'on a un site minier qui est dans un milieu éloigné, qui doit fournir l'électricité à partir de génératrices, si vous avez une génératrice qui alimente un système de broyeur de 8000 tonnes par jour, c'est un peu plus de 120 millions de kilowattheures qui est généré en chaleur sur votre équipement. Donc, c'est vraiment pas négligeable à exclure dans des projets de récupération d'énergie. Maintenant qu'on a parlé des sources thermiques, il faut maintenant parler des charges thermiques. Parce que, comme je vous dis, dans le cadre d'un projet de récupération d'énergie, vous ne pouvez pas faire de la récupération d'énergie si vous n'avez pas des sources associées à une charge thermique quelconque. Une des charges les plus fréquentes qu'on voit sur les sites miniers, c'est le chauffage de l'enveloppe des bâtiments. Dans le fond, c'est une charge qui est relativement connue. C'est le chauffage qu'on a besoin de mettre pour maintenir une température stable à l'intérieur de nos bâtiments. Et on peut exprimer la consommation d'une bâtisse en fonction de la puissance de chauffage qui est installée. Si vous avez un bâtiment qui a besoin d'une puissance de chauffage de 2000 kW, c'est à peu près 750 000 kilowattheures que votre bâtisse consomme. Et comme je vous disais, un site minier, c'est un de bâtiment. Donc, vous avez des charges de chauffage qui sont minimales. Maintenant, dans les deuxièmes charges thermiques, vous avez le type 2, chauffage de l'air nécessaire à la ventilation. À défaut de ne répéter, tous les bâtiments de votre complexe minier ont des besoins de ventilation. Autant pour votre usine de traitement que bureau administratif, etc. Encore une fois, c'est la mine souterraine qui a les plus grosses consommations de chauffage pour sa ventilation. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous avez une mine qui extrait 8000 tonnes par jour, c'est à peu près 38 millions de kilowattheures qui est consommé sur votre brûleur. Si vous voulez réduire la consommation du brûleur, vous pouvez le faire en ajoutant un serpentin de préchauffage avant le brûleur. Et l'énergie qui est fournie par votre serpentin de préchauffage provient de vos différentes sources thermiques que vous combinez avec votre charge.
Troisième type de charge thermique qu'on observe, c'est le chauffage de l'eau chaude. C'est une charge qui est moins importante que la type 1 et 2, mais que j'ai quand même mis dans la présentation parce que dans le passé, j'ai déjà vu des usines de traitement qui devaient chauffer de l'eau pour traiter le minerai dans leur usine. Ils chauffaient de l'eau pour traiter pour faire réagir certains produits chimiques dans leur usine. Et si jamais vous avez une usine qui a ces besoins-là, bien, la charge associée au chauffage de l'eau, sur la diapo, je vous ai illustré un vestiaire qui est normalement un bâtiment qui est toujours présent sur des complexes miniers. Et si vous êtes en milieu éloigné, bien, des fois, il y a des résidences pour travailleurs qui nécessitent également une consommation d'eau qui peut s'avérer non négligeable. Si vous voulez diminuer la consommation d'énergie associée au chauffage de l'eau, vous pouvez le faire en installant un échangeur de chaleur sur l'entrée d'eau froide de votre chauffe-eau. Encore une fois, l'énergie fournie par votre échangeur de chaleur provient de vos différentes sources thermiques que vous combinez votre charge, ce qui se traduit par une diminution de consommation de votre chauffe-eau. Je tiens également à préciser que si vous regardez la diapo, vous avez également une charge de type 2 qui est le chauffage de l'air nécessaire pour le vestiaire. Donc, il faut toujours garder à l'esprit qu'un site minier, c'est un ensemble de plusieurs charges que vous pouvez retrouver dans plusieurs de vos bâtiments. Maintenant qu'on a parlé des sources et des charges, on peut regarder un peu le potentiel de récupération d'énergie en utilisant un exemple d'un site minier que je connais bien, qui est le site d'Éléonore. Si vous voyez la photo, vous pouvez voir que le site dispose de plusieurs infrastructures, dont une usine de traitement, une mine souterraine. Vous avez des bureaux administratifs, des garages de surface, des bâtiments pour protéger les équipements de la machine d'extraction. Si on s'amuse à estimer des besoins de ventilation et de puissance de chauffage pour chacun des bâtiments, on peut déterminer avec les graphiques que je vous ai montrés précédemment un bilan des sources et des charges thermiques. Dans le cas d'Éléonore, on estime grosso modo qu'il y a environ 60 millions de kilowattheures de disponibles au niveau de notre source thermique et également 35,4 millions de kilowattheures qui est consommé par nos différentes charges thermiques. Je tiens à préciser que chaque bâtiment peut être en soi une source ou également une charge thermique, comme vous pouvez le voir avec le tableau à gauche. Si on fait des hypothèses de transfert d'énergie basées sur une approche annuelle, on peut estimer des économies monétaires de l'ordre de 1,27 million de dollars et une réduction de gaz à effet de serre de 3700 tonnes. Le gros problème avec une analyse annuelle, c'est que ça ne tient pas compte du comportement de la source et de la charge pendant l'année. C'est pourquoi que CADMET est présentement en train de développer un simulateur d'énergie qui peut tenir compte du comportement de la source et de la charge pour une année complète, mais également des températures d'opération de la source et de la charge thermique. C'est tous les graphiques que je vous ai montrés. Je parlais uniquement du potentiel énergétique qu'on avait ou qu'on consommait. Mais quand on calcule le transfert d'énergie entre une source et une charge, les températures d'opération deviennent essentielles à connaître, ce que le simulateur permet de considérer dans son analyse. Mais également, on peut considérer le rendement des différents équipements de récupération d'énergie qu'on doit soit installer pour capturer l'énergie ou installer pour transmettre l'énergie. Ici, on peut voir le schéma fonctionnel du simulateur que CADMET est présentement en train de développer. Vous pouvez voir à gauche les 4 différentes sources thermiques que je vous ai parlé et également à droite les 3 types de charges thermiques que je vous ai également expliquées. Si vous observez bien, vous pouvez avoir une 4e charge qui est la turbine organique. C'est quoi une turbine organique? C'est une turbine qui permet de produire de l'électricité au même titre que les turbines qui sont utilisées dans les centrales thermiques. L'organique peut fonctionner à des températures d'opération plus basses que les turbines conventionnelles.
Pourquoi Kenmet veut intégrer une turbine organique à son simulateur? C'est en raison des périodes d'été. Lorsque vous êtes pendant la saison estivale, vous n'avez plus besoin de chauffer l'enveloppe de vos bâtiments et de chauffer l'air nécessaire à la ventilation, ce qui fait en sorte que vous avez pratiquement plus de charge thermique. Et comme je vous le disais en introduction, pour faire de la récupération d'énergie, ça vous prend obligatoirement une source et également une charge thermique. Avec la turbine organique, on peut transférer toute l'énergie résiduelle de notre source vers la turbine pour retransformer une partie de l'énergie en électricité. La turbine organique, à ma connaissance, n'a jamais été utilisée sur des complexes miniers, mais Kenmet aimerait élaborer un peu plus dans le détail le potentiel qu'elle pourrait avoir dans le cadre de projets de récupération d'énergie. Selon Kenmet, le simulateur pourrait devenir un outil intéressant pour les minières parce qu'il permet de simuler des techniques de récupération d'énergie en tenant compte de la position géographique de votre site minier, de des équipements, mais également tenir compte de la capacité de transfert pendant une année complète, mais également des températures, des sources et des charges thermiques que vous voulez intégrer l'une avec l'autre. Ce que le simulateur permet de calculer, c'est l'économie d'énergie associée à vos différentes charges thermiques et également la réduction de gaz à effet de serre que vous pouvez générer avec vos techniques. Le simulateur pourrait exprimer le transfert d'énergie de manière graphiquement et également optimiser la température d'opération du réseau hydraulique que vous avez besoin d'incorporer pour transporter l'énergie de la source à la charge thermique. Également, un élément important qui est le prédimensionnement des différents échangeurs que vous devez acheter pour incorporer les différentes techniques de récupération d'énergie. Donc, en conclusion, ce qui est important de se rappeler, le coût d'énergie et selon Kenmet est propice à l'intégration de différentes techniques de récupération d'énergie. Les techniques de récupération d'énergie permettent de réduire les coûts énergétiques du site et également de faire une réduction des gaz à effet de serre. Selon Kenmet, le simulateur pourrait devenir un outil intéressant pour le monde minier parce qu'il permettrait de calculer rapidement le potentiel de différentes techniques de récupération d'énergie. Et si le site considère que les économies d'énergie sont assez significatives, il peut toujours se lancer dans des études de faisabilité pour pousser l'analyse plus loin avec une ingénierie de détail. Et avec le contexte des changements climatiques, il est plus que requis d'intégrer différents concepts de récupération d'énergie. C'est un bon exemple de développement durable et également bénéfique pour l'environnement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup de ta présentation, Yann. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois. Ah oui, il y a une question qui arrive là. Voilà. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je m'appelle Issam. J'ai 3 questions. Allez-y. Salut, Issam. Oui, salut Yann. Si on regarde la diapo 8, alors la diapo 8, si on parle de récupérer l'énergie de l'autre procédé, le problème qu'on a toujours rencontré, c'est si on veut utiliser des échangeurs, mais le coût, quand on a calculé le coût d'entretien et le coût de remplacement dû au débris puis à la corrosion dans l'autre procédé, c'était toujours, on n'arrivait pas à trouver une solution par rapport à ce point-là parce que l'entretien, ça devenait trop intense. La seule solution qu'à un moment donné, on a trouvé pour, exemple, le site de Éléonore, c'était d'utiliser leur réservoir pour aller mettre des coils dans leur réservoir, puis
mettre une boucle fermée, là. Mais ça, on a eu un défi par rapport au dégagement là, sur place, comment faire les travaux. Est-ce que savez-vous s'il y a une nouvelle technologie au niveau des échangeurs à chaleur qui sont plus résistants puis qu'on peut grossir la tuyauterie en même temps en gardant une efficacité très élevée? Oui, moi je te dirais que quand j'ai fait mon étude de faisabilité justement sur le site d'Éléonore, eux autres, ils prévoyaient installer des échangeurs de type spiralé, qui est des échangeurs qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer et également plus sujets à avoir des particules en suspension dans l'eau. Mais tu as raison que la sélection de l'échangeur thermique qu'on doit installer au niveau de l'autre procédé doit être sélectionnée en fonction des particules en suspension, mais également des produits chimiques qui peuvent être utilisés dans l'usine de Ramblin. À ma connaissance, il faut que la sélection de l'échangeur soit faite pour respecter une certaine vitesse à travers l'échangeur, justement pour prévenir l'encrassement de l'échangeur. Mais je n'étais pas au courant qu'Éléonore l'avait essayé sur leur autre procédé. C'était sur la cuve ou sur l'autre procédé? Sur le réservoir d'autres procédés à l'usine. On avait fait une étude l'année passée. OK, mais c'est bon. Il avait installé un échangeur? Non, on n'a pas, on a fait juste des recommandations, puis à cause de ce qui s'est passé, là, maintenant, ils sont rendus à 4 ans. Alors, le projet est tombé à l'eau. Ouais. Je veux dire, actuellement, ils peuvent... Parce que j'ai déjà vu des concentrateurs. J'en avais déjà eu dans le passé. C'était comme Oh, tu m'entends, Issam? Oui, vas-y. J'ai comme à Canadienne Malartic, j'avais déjà vu des échangeurs à plaques qui avaient été combinés à de l'eau très chaude, puis effectivement, il s'était encrassé dans le temps de le dire, mais la sélection de l'échangeur est super importante. Dans le cas de l'eau procédée, c'est à une température plus faible qui diminue normalement l'encrassement, mais c'est vrai que c'est à tenir en considération dans la sélection. On ne sait pas s'il y a des sites qui l'ont déjà essayé puis ils ont des résultats. Vous ne savez pas? Moi, je n'en ai pas vu. OK. C'est bon, on va noter ça. La deuxième question, c'est pour la diapo juste après. Pour la récupération de l'air sous terre. Là, au début, là, pour sizer les ventilateurs en surface, là, le nerf de la guerre, c'est les HP. Puis, si on ajoute un coil, je ne sais pas si vous avez fait cet exercice-là, si on ajoute un coil de récupération, je veux dire dans la raise d'exhaust, mais c'est sûr qu'au début, on doit tenir compte de la perte de pression de ce coil-là. Ça veut dire qu'on va avoir une beaucoup plus grosse perte de pression. Puis, les HP des moteurs, ils vont être souvent trop important, mais on n'a jamais fait l'exercice de voir si ça vaut la peine ou non, parce que tout de suite, le client, il nous arrête. Est-ce que vous avez fait cet exercice-là de voir l'économie du coil sur l'exhaust en simulant avec le CAPEX pour le système de ventilation de surface? Puis aussi la consommation électrique. Non, on n'a pas fait, on n'a pas de projet concret où est-ce qu'on a installé un serpentin de refroidissement, mais tu as raison que l'installation du serpentin de refroidissement augmente la pression statique des ventilateurs. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que le simulateur, lui, dans son dimensionnement, va dimensionner un serpentin justement pour minimiser l'augmentation de perte de chaleur, l'augmentation de pression. Ben, ça implique un plus gros échangeur, mais non, on n'a pas fait d'études poussées dans ce détail-là. Mais le simulateur, lui, il va tenir compte dans son dimensionnement de ne pas dépasser une certaine valeur. OK. C'est bon. La dernière question que je n'ai pas très bien compris, c'est au niveau de la turbine organique. Pour moi, c'est que pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir des sources d'énergie
avec des températures qui sont au moins à 107 degrés pour qu'on puisse mettre ça en vapeur à 100 degrés. Là. Mais est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas bien compris? La turbine organique utilise un fluide, justement, organique qui peut bouillir à des températures plus basses. Je sais que j'en ai déjà vu qui sont combinés, par exemple, sur des génératrices qui prennent la chaleur produite par des génératrices Il l'augmente. et la fait passer à travers la turbine organique et régénère de l'électricité avec les résidus de chaleur. Tu as raison que normalement, la turbine organique, c'est des températures qui dépassent les 100 degrés qu'on a moins sur des sites miniers, comme par exemple avec l'autre procédé ou l'évacuation d'air d'une mine souterraine. Sauf que si tu remarques la turbine organique, il y a une espèce de flocon de raccordé avec. Okay. Ce qui fait la production d'énergie électrique, ce n'est pas tant la température d'alimentation, mais c'est la différence de température que tu as entre ta température d'alimentation et également ta température froide. Puis, un des avantages que les mines en milieu nordique ont, c'est qu'on a des hivers qui sont parfois assez froids. Donc, si la mine stocke un dépôt à neige sur son site, bien, pendant l'été, elle peut utiliser son dépôt à neige comme température froide pour augmenter l'efficacité d'une turbine organique. Mais encore là, c'est purement théorique présentement. C'est vrai que les rendements ne sont pas très hauts, mais quand tu as déjà de la chaleur résiduelle qui est perdue dans l'atmosphère, si c'est 10 de rendement, c'est toujours 10 de ton énergie perdue qui est régénérée en électricité. Oui, c'est parfait. Mais c'est bon, si ça ne te dérange pas, on pourrait communiquer avec toi là-dessus parce qu'on n'était pas au courant de cette mesure-là. Je n'ai jamais vu ça. Je savais que ça pouvait exister, mais je savais qu'au niveau minier, c'était un peu plus compliqué. Comme je t'ai dit, je ne l'ai jamais vu d'utiliser sur des complexes miniers. Mais comme c'est là, les sites miniers, il y a, à mon avis, c'est mon avis personnel, je trouve qu'il y a très peu de techniques de récupération d'énergie qui sont mises de l'avant. Un des buts de la présentation, c'est stimuler l'intérêt aux minières à aller de l'avant avec différents concepts de récupération d'énergie. Et entre autres, pourquoi qu'on développe un simulateur aussi. Allez, Yann, le temps, on est déjà passé du temps, alors si tu pourrais faire les remarques finales là sur la présentation et fermer, s'il te plaît. Oui, c'est cool. Allez-y. C'est quoi? Y a-t-il d'autres questions? Ça, on devra le laisser pour un contact interne après, je pense. Maintenant, c'est... Ah, tu veux... Bon, merci tout le monde d'avoir venu. Ici sont les contacts de Yann, moi et de Charles. Si vous avez d'autres questions à faire et vous voulez continuer la conversation là. Et je vous remercie beaucoup à nouveau d'avoir venu. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you, everybody. Thank you. Merci beaucoup.